RDC, scandale dans l'armée. Un colonel vole la solde des FARDC et prend la fuite. Et si les pires ennemis des FARDC portaient les mêmes galons que les défenseurs de la nation? Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses d'un scandale aussi révoltant qu'explosif. Un officier supérieur de l'armée congolaise est accusé d'avoir détourné les salaires des soldats qui risquent leur vie chaque jour au front, dans les montagnes du Sud Kivu. Son nom? Le colonel Nkulu Kilenge Delphine. Son crime présumé? Avoir fui avec les fonds destinés à la solde des militaires engagés contre les rebelles du M23 et les groupes armés qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une rumeur, c'est un fait, confirmé par un communiqué officiel de la 11e brigade de l'armée congolaise et relayé par Radio Okapi. Dans un fax adressé à toutes les unités militaires du Sud Kivu, le commandement a ordonné l'arrestation immédiate de cet officier. Son absence a été remarquée quelques jours seulement avant l'opération de paiement. Un timing suspect, une fuite qui en dit long. Cette affaire n'est pas un cas isolé. C'est le symptôme d'un cancer profond qui ronge les forces armées de la République démocratique du Congo. La corruption interne, les détournements de fonds, la complicité de l'état-major et le silence complice de certains décideurs à Kinshasa. Pour comprendre l'ampleur de ce scandale, il faut remonter dans l'histoire. Depuis les années 90, l'armée congolaise a toujours souffert de dysfonctionnements internes. Après la chute de Mobutu et l'arrivée de Laurent-Désiré Kabila, le pays a plongé dans une série de guerres où les alliances changeaient au gré des intérêts personnels. L'armée a été utilisée comme outil politique, souvent infiltrée par des éléments étrangers, mal formés, mal encadrés et surtout mal payés. Des soldats sans solde deviennent vulnérables. Ils désertent, rejoignent des milices ou vendent leurs services aux plus offrants. Et dans ce chaos, certains officiers se sont enrichis honteusement sur le dos de ceux qui versaient leur sang. Le détournement des soldes n'est pas une simple affaire de corruption. C'est un acte de guerre interne. Il sape le moral des troupes. Il détruit la confiance entre les soldats et leur hiérarchie. Il pousse à la mutinerie. Et surtout, il renforce l'ennemi. Imaginez, vous êtes un jeune militaire posté à Uvira. Vous avez marché des kilomètres, affronté le froid, la faim, les balles. Vous attendez votre solde depuis 2 mois. Et soudain, on vous dit qu'il n'y a plus d'argent, que l'officier chargé du paiement a disparu, que votre effort ne sera pas récompensé. Que ressentez-vous? De la colère, du dégoût, un profond sentiment d'abandon. Et que fait l'État? Où est le ministère de la Défense? Où est la cour militaire? Où est la parole du président Tshisekedi? Ce silence est assourdissant, ce mutisme complice. Nous avons vu ce scénario encore et encore. En 2012, à Beni, un major avait été arrêté pour avoir détourné les primes de risque destinées aux troupes. En 2016, à Ituri, un général était soupçonné d'avoir monté de fausses unités pour encaisser des soldes fantômes. Et aujourd'hui, en 2025, l'histoire se répète. Ce n'est plus un hasard, c'est un système, un mécanisme bien huilé, avec ses réseaux, ses protections, ses parts du gâteau. Pendant que les simples soldats crèvent au front, certains hauts gradés vivent dans des villas à Goma, roulent en Toyota Prado, envoient-ils leurs enfants étudier à l'étranger. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Ces crimes affaiblissent toute la chaîne de commandement. Car un soldat qui ne croit plus en ses chefs ne peut plus défendre la patrie. Il devient un danger pour lui-même et pour les autres. Il devient une cible facile pour les groupes armés, pour les rebelles, pour les puissances étrangères qui veulent fragiliser la RDC de l'intérieur.
Le plus alarmant, c'est que cet officier n'a pas agi seul. Un détournement de cette ampleur ne peut se faire sans complicité. Qui a signé les bons? Qui a transféré les fonds? Qui a fermé les yeux? Et si demain, le colonel Nkulu Kilenge Delphine était retrouvé, sera-t-il jugé? Ou simplement transféré, comme tant d'autres? Est-ce qu'un bouc émissaire suffira à couvrir l'ensemble du réseau de corruption? Est-ce qu'il sera vraiment puni ou protégé? Les soldats congolais méritent mieux. Ils méritent la reconnaissance, le respect, la justice. Ils ne sont pas des pions sur un échiquier politique. Ils sont les garants de la souveraineté nationale. Et si nous tolérons cette trahison, nous perdons bien plus que de l'argent. Nous perdons notre honneur. Nous perdons notre avenir. La société civile congolaise commence à s'organiser pour dénoncer ce genre de crimes. Des ONG, des associations de veuves de militaires, des anciens combattants publient des lettres ouvertes, interpellent les députés et demandent des audits sur la chaîne logistique des soldes. Mais leurs appels restent souvent sans réponse. Pourquoi? Parce que ces affaires touchent des hommes puissants, des intouchables. À Lubumbashi, un ancien officier démis de ses fonctions témoigne « Quand j'ai dénoncé des détournements dans mon bataillon, j'ai reçu des menaces de mort. On m'a accusé d'indiscipline. Et pourtant, j'avais toutes les preuves. » Ce témoignage est glaçant. Il montre qu'en RDC, la loyauté envers la nation peut coûter plus cher que la trahison. Il est temps que les Congolais exigent des comptes. Que chaque citoyen, chaque soldat, chaque officier loyal dise « Assez ». Ce n'est pas une question d'opposition ou de majorité. Ce n'est pas une guerre politique. C'est une bataille morale, une bataille pour l'âme de la République. La RDC ne pourra jamais vaincre les forces étrangères tant qu'elle sera trahie de l'intérieur, tant que les généraux corrompus auront plus de pouvoir que les héros du front, tant que la peur du scandale sera plus forte que le devoir de justice. À Uvira, Bukavu, Minembwe, les combats continuent, les hommes tombent, les familles attendent, et pendant ce temps, le système se protège. Mais voici notre message à ceux qui pillent l'armée de l'intérieur. Le peuple regarde, l'histoire se souviendra, et la justice, tôt ou tard, frappera. Si ce détournement choque, c'est parce qu'il n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière lui, il y a des années d'impunité, de duplicité, de pillage. Il est temps de faire le ménage. Il est temps de rebâtir une armée digne de ce nom. Exigeons la vérité et ne laissons pas le silence enterrer l'espoir. La plénière au Sénat et à l'Assemblée nationale ont fait la une de l'actualité de la semaine. Au Sénat, visé par une procédure judiciaire, les sénateurs n'ont pas pu statuer sur la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila. La séance à huis clos a été levée et une commission spéciale a été constituée pour approfondir les débats. À l'Assemblée nationale, 2 projets de loi ont été débattus, notamment la loi relative à la réforme de la police nationale congolaise, défendue par le ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, et la loi sur la création d'un tribunal pénal économique et financier, présentée par le ministre d'État en charge de la justice. Ces 2 textes ont été envoyés en commission pour un examen approfondi. Répondant à une question orale, la ministre des Affaires foncières a fourni des éléments de réponse à la question sur la démolition des constructions anarchiques. Selon la ministre, l'action du gouvernement est légitime car ces maisons sont construites dans les domaines publics de l'État. Situation préoccupante au quartier GB. La population tire la sonnette d'alarme. Une trentaine de camions poids lourds de la société Mino Congo sont stationnés illégalement depuis plus d'une semaine sur la route principale et cela crée des embouteillages monstres. Informé de la situation, le ministre provincial des Transports a fait évacuer quelques camions remorques à la grande satisfaction des usagers de cette route.
Pendant ce temps, les écoliers du collège Saint-André dans la commune de Kinshasa ont des difficultés pour accéder à leur école. L'avenue Itaga qui mène vers ce collège est dans un état de délabrement très avancé. Ils ont lancé un cri de détresse aux autorités compétentes pour la réhabilitation de cette avenue. En province, précisément dans le Haut-Ouélé, 180 km de routes de dessert agricole sur l'axe routier stratégique à Bakitambala et Sesenge sont en train d'être réhabilités. Il s'agit d'une importante route qui peut relier toute la province du Haut-Ouélé. Ces travaux ont été lancés par le ministre en charge du développement rural et le gouverneur de province. Placée sous le thème Bâtir notre futur, la 6e édition Katanga Business Meeting a vécu à Kolwezi. Cette édition a réuni des acteurs politiques, diplomatiques, économiques autour des enjeux du développement en RDC. L'événement a été lancé par la première ministre. Une centaine de personnes ont péri suite aux inondations dans le village de Kassaba, en territoire de Fizi au Sud Kivu. Le drame s'est produit dans la nuit du 8 au 9 mai dernier. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a mobilisé les partenaires pour venir en aide au gouvernement qui prend des mesures conséquentes. Une morgue moderne de capacité de 12 corps et une ambulance médicalisée ont été officiellement remises à l'hôpital général de Luozi dans la province du Congo central. Cet acte de générosité du rapporteur adjoint du Sénat vient répondre à un besoin de longue date. Enfin, le monde a célébré le 15 mai dernier la journée internationale de la famille à Kinshasa. Une conférence débat a été organisée sous le thème « Les politiques axées sur la famille comme pilier pour un Congo émergent à l'horizon 2030 ». Je le disais, à l'entame de cette édition, la puissance des eaux de pluie diluviennes a causé beaucoup de dégâts. Les inondations peuvent être à la base de certaines maladies, inondations, causes et conséquences, ainsi que quelques pistes de solutions dans ces dossiers signés Bobette Yenga et Papimbongo. Des jours après les dernières pluies diluviennes, les eaux sont de moins en moins visibles et l'heure est au nettoyage. Malheureusement, les pluies s'annoncent encore et la situation revient à la case départ. Plusieurs quartiers sinistrés de la capitale portent encore les stigmates de la catastrophe naturelle. Parmi les causes de ces inondations meurtrières et destructives, quelques activités et comportements des Kinois. Njili était caractérisée par une vallée assez importante qui était utilisée pour les cultures maraîchères. Mais avec la pression foncière, cette vallée est une vallée qui s'est transformée en zone résidentielle. Lorsque maintenant vous venez construire dans ces milieux-là, vous créez, donc vous limitez en fait l'expansion de la rivière, donc vous augmentez son débit, son volume, et sans compter maintenant tous les déchets qui s'accumulent, qui font que par le bas également, les niveaux se relèvent. Il y a aussi, enfin, la prise d'eau sur la rivière Njili, juste après le pont de l'Anjili, vous avez cet ouvrage de la régie des eaux qui se trouve en travers de la rivière. Donc, quand vous avez une quantité importante d'eau, ça peut également refouler. Les conséquences des inondations déstabilisent la vie des familles à Kinshasa. Quand les eaux débordent, eh bien, eux, ils ont subi maintenant les conséquences. Ils ne sont pas responsables des inondations. Mais c'est le volume d'eau, la précarité de leur construction et de leur quartier affecte maintenant donc le nombre de morts que nous connaissons. C'est par rapport à la précarité des quartiers, des conditions, des bâtiments dans lesquels les gens habitent. Sur le plan sanitaire, l'on redoute d'une contamination de l'environnement et de l'eau.
Le ministre provincial de la Santé tire la sonnette d'alarme. En effet, des maladies hydriques et des épidémies s'invitent. Le danger, vous savez qu'il y a eu de l'eau qui s'est débordée. Et puis de l'eau qu'on appelle Maindi, cette rivière-là a plusieurs choses dans ses contenus qui se sont entrées et infiltrées dans leur maison, où il y a plusieurs choses. Il y a des épidémies qui peuvent être créées en ayant toutes ces voies. Ce que nous pouvons faire, c'est assurer que ces personnes-là puissent vivre en sécurité sanitaire au moment où toutes ces choses vont se passer. Ce que nous faisons, c'est maintenant mettre les plans de désinfectation, dératisation et désinsectisation de lieux pour qu'eux rentrent dans la sécurité. Et puis, faire ce qu'on appelle la sensibilisation sanitaire, leur montrer à la population les dangers qui courent à aller abriter dans des zones-là, parce qu'il y a des zones, nous devons les dire carrément, qui doivent être supprimées, ou carrément que des personnes doivent être délocalisées parce que ce sont des zones en risque sécuritaire, même sur le plan de la sécurité sanitaire. Les pistes et des solutions sont connues, il suffit de les exploiter convenablement pour éviter le pire. Le développement d'une ville doit être contrôlé, planifié, encadré. Et à partir du moment où il y a cette absence de planification, de développement, donc en fait aujourd'hui, Kinshasa se développe de manière spontanée. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'autorité pour vous dire construisez ici ou ne construisez pas ici. Donc on est là juste pour constater au moment où il y a des dégâts, mais qui vous a dit, il y a des gens qui ne savaient même pas que sur les bords de cette rivière-là, il y a des gens qui ont habité. Donc on est surpris de voir qu'il y a des gens uniquement au moment où on voit les conséquences. Donc on ne planifie pas et c'est ça les grands problèmes que nous avons. Déjà, on parle de catastrophes, de ce genre de catastrophes qui arrivent régulièrement à Kinshasa. Donc on devrait déjà avoir une structure technique qui est prête à faire face à ce genre de situations. La gestion de notre ville se fait vraiment par le haut. Et ce n'est pas bon. Une gestion devrait se faire par le bas, par les autorités les plus proches des populations, parce que si on doit attendre le gouverneur ou le président pour constater qu'il y a des constructions anarchiques dans une ville de 10 000 km², ce ne sera pas efficace. Donc il faut vraiment réfléchir sur la gouvernance de la ville, comment gérer la ville. Avec les prévisions météorologiques annonçant des pluies diluviennes sur la ville capitale et dans d'autres villes congolaises, il y a lieu de prendre des dispositions nécessaires pour prévenir et gérer les risques d'inondation en RDC. Allez, c'est une chronique qui ressemble au cours de géographie. Le chroniqueur commence par un rappel. La RDC est traversée par la ligne équatoriale. J'ai poursuivi ces propos. Les pluies font partie de notre vécu et les inondations un corollaire. Question maintenant, est-ce qu'il y a lieu d'anticiper pour éviter le pertes en vies humaines faisable selon cette chroniqueur Elie Tchala? Suivez. Les inondations à Kinshasa ont toujours une allure dramatique, même si les pluies sont annoncées des jours avant. Kinlabel n'est pas la seule ville au monde qui est frappée par les crues des rivières. Les précipitations sont des phénomènes naturels, amplifiés depuis par le changement climatique. Elles sont imparables de ce point de vue. Mais à Kinshasa, plusieurs facteurs dus à l'homme se conjuguent parfaitement pour les favoriser. Le comportement personnel du Congolais n'est pas de nature à se mettre à l'abri de pareilles surprises. Tous les lits des rivières congolaises sont envahis par les constructions anarchiques. C'est récurrent et progressif à mesure que les villes grossissent, mises sous pression par la démographie. À cela s'ajoute une mauvaise gestion de l'environnement. Les bouteilles plastiques jonchent toutes les rues, elles tapissent les rivières et elles obstruent les canalisations. Lorsqu'il pleut, des ménages déchargent avec une telle insouciance les poubelles dans les canaux d'évacuation. En janvier 2024, le fleuve était déjà sorti de son lit. Les crues s'étaient fait ressentir jusqu'au beau milieu de Kinshasa. La cité du fleuve avait vu les hippopotames s'y installer. Des pluies d'une rare intensité s'étaient abattues sur Kinshasa la belle. Pour que le fleuve déborde, d'autres villes du pays doivent connaître un nombre important de précipitations, notamment les villes en aval de Kinshasa. Le fleuve avait connu en ce moment 6 mètres de crue, record atteint en 1991. Les pirogues avaient encore traversé les grandes routes
des communes de la Gombe, de Barumbo et de Limete. Le pont Lunda-Bouloulou a été lancé à cette hauteur sur la rivière Makelele en 1991 pour éviter qu'il ne soit submergé par les crues de la rivière. Les riverains aussi avaient été délocalisés pour Mpassa après l'aéroport de Ndjili. Quelques années après, l'État a oublié. Les sinistrés sont revenus sur les sites non aedificandi. Certains ont construit, d'autres ont revendu des parcelles. Aujourd'hui, ce sont des zones occupées qui attendent d'inondations et morts d'hommes. En 1970, les inondations de la rivière Makelele faisaient à peu près 50 morts. En octobre 2007, cette même rivière s'étalait sur 150 mètres de chaque côté de son lit, inondant plusieurs ménages. À l'époque, Kinshasa c'était le tiers de la population d'aujourd'hui. La démographie a galopé et sa pression est allée vers l'est. La rivière Ndjili a perdu près de 80% de son lit. À titre illustratif, toutes les rizicultures des Kingaba ont laissé place à des habitations. Même le fleuve n'est pas épargné par cette pression. La cité du fleuve, c'est le lit du fleuve qui a été rétréci avec l'entière bénédiction des pouvoirs publics. Comme si Kinshasa était en manque de terre. La baie de Ngaliema, c'est aussi le lit du fleuve qui est soumis à rude épreuve. Les ministères de l'urbanisme et habitat et celui en charge des affaires coutumières existent depuis des lustres. Ils regardent impuissants des cités qui naissent sur des zones non aedificandi. Ils accordent même des titres de propriété sur ces terrains. On se rappelle des règles lorsqu'il y a catastrophe, comme c'était le cas la semaine dernière. Les pouvoirs publics doivent sévir sans état d'âme, mais avec la raison. Les espaces aedificandi, c'est l'État qui les rend vivables. Tous les millions de Quinois ne doivent pas s'agglutiner autour des grandes artères qui existent. La rocade, qui est en construction, traverse encore des zones inhabitées. Les affaires foncières et l'urbanisme doivent anticiper l'arrivée certaine et massive des populations autour de la rocade. Le citoyen n'est pas exempt de tout reproche. Va à Mongafula, à la Gombe, à Lemba, bref, surtout Kinshasa, des sachets et bouteilles en plastique sont jetés partout. Des restes de nourriture pourrissent les rigoles, les poubelles directement balancées dans les caniveaux. Résultat, quand la pluie tombe, l'eau se crée des voies même dans nos parcelles, sans autorisation, inonde nos maisons, véhicule des maladies hydriques et tue ceux qui sont prêts au dépourvu. Chacun peut participer à réduire les risques que l'hôtel des villes de Kinshasa et ses démembrements accélèrent l'écurage des caniveaux, structurent rapidement la gestion des déchets domestiques, parce que les pluies, elles, tomberont toujours un même peu.